Mesdames et messieurs, tout ce qui touche la femme en Mauritanie doit être débattu, doit être parlé, doit être dit. Eh bien, nous parlons aujourd'hui spécifiquement des violences faites aux femmes. Et pour cela, mesdames et messieurs, nous avons donc dans ce studio des personnes qui s'y connaissent bien et non des moindres. Je m'avais dire bonsoir et bienvenue à Madame Rama Mabikaba. Elle est activiste, militante, coordinatrice du projet Lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles dans le milieu rural. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Michel. Ça va, tout va bien? Ça va très bien. C'est un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup. Justement. Merci beaucoup. Et puis à côté de nous également, une personnalité, et non des moindres dans ce pays-là. On connaît un peu sa position quant à la défense, non seulement des femmes, mais des personnes vulnérables surtout. Maître Fatima Tambaye est dans ce studio et c'est un honneur pour nous. Elle est avocate à la Cour et présidente de l'AMDH. Bonsoir. Bonsoir. Quel honneur de vous recevoir. Plaisir partagé. Merci beaucoup. La lutte contre les violences faites aux femmes en milieu rural. Voici la thématique que nous allons aborder tout à l'heure donc avec ces deux dames. Est-ce qu'on peut comprendre un peu comment se manifestent les violences du milieu rural? Alors, bonsoir Ali, bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Alors, les violences se manifestent par plusieurs manières. D'accord. Il y a violence conjugale. Très bien. Il y a violence verbale. Oui. Et aussi violence psychologique. Ah oui. Et économique aussi. Alors, vous avez dit violence économique, psychologique et physique. Maître, quand on parle des violences faites aux femmes, est-ce qu'en Mauritanie, il y a un type de violence réputé être manifesté plus souvent sur les femmes en Mauritanie, surtout en zone rurale? Oui. Merci Ali pour cette question, une question très pertinente. Le type le plus récurrent, c'est les coups et blessures. Les coups et blessures. Ça, c'est un type très récurrent. Et les insultes. Les insultes, la diffamation. C'est ça. Ça, c'est des comportements qui sont très récurrents dans nos sociétés et particulièrement dans le milieu rural. D'accord. Donc, beaucoup plus psychologique et physique. Et physique. Très bien. Et même en zone rurale. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui explique ça? En fait, pour plusieurs pesanteurs. D'accord. Le premier pesanteur, c'est que d'abord, en milieu social, on estime que la femme, elle doit obéir à son époux et qu'elle ne doit pas protester et manifester son mécontentement. Et donc, ils estiment que lorsqu'elle est tabassée, excusez-moi le terme, elle est frappée par son mari, et que celui-ci a le droit de la corriger. Ah ouais? A le droit de la corriger. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est que dans la société, la femme occupe, même si du point de vue relation sociétale, on voit que la femme, elle joue un rôle au sein de la société, au sein de la famille, n'empêche qu'elle est toujours minimisée, elle est marginalisée. Donc souvent, c'est sa parole contre celui de son mari ou de son frère. Nous sommes dans des sociétés patriarcales. J'allais en venir tout à l'heure, oui. Nous ne sommes plus dans des sociétés matriarcales où la femme avait la prédominance, etc. Aujourd'hui, c'est les hommes qui décident. Tout à fait. Même si en matière de charia, c'est très bien, comment dirais-je, défini, c'est que c'est interdit de frapper une femme. Au sein de la société, comme je vous l'ai dit, c'est une société patriarcale, ça veut dire que aussi bien le frère que toute la gente masculine, le père, le frère, le mari, l'oncle, etc., ils ont un droit sur la gente féminine. Donc, à tout moment, ils peuvent appeler à intervenir pour la rappeler à l'ordre. Et pour eux, le moyen le plus coercitif pour la rappeler à l'ordre, parfois, attendre toutes les familles, c'est un peu de la violenter, de la frapper pour qu'elle revienne à la raison. C'est un comportement purement, comment dirais-je, culturel, sociétal. Et ça s'arrête là. Très bien. Mais au niveau de la religion, moi, je mettrais ça aussi dans le cadre de l'ignorance totale, n'est-ce pas, de la religion, de ce que la religion dit, n'est-ce pas, le comportement qu'on doit avoir vis-à-vis des femmes et des petites filles. D'accord. Alors, est-ce à dire que nos cultures sont très souvent en déphasage avec la réalité ou même la religion? C'est cela? Très en déphasage. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce que nous avons parfois des comportements qu'on retrouve dans des sociétés non musulmanes. Et ce comportement, on les retrouve dans nos sociétés.
C'est la raison pour laquelle je dis que c'est plutôt culturel. C'est plutôt culturel et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il faut, n'est-ce pas, lutter pour un changement de mentalité. Que les gens arrivent à comprendre qu'effectivement, que la petite fille de 12 ans, 13 ans, n'est-ce pas, 14 ans, 15 ans, elle est en plein développement et donc elle est à la recherche de son moi. Et puisqu'elle est à la recherche de son moi, on doit lui donner beaucoup plus de place, beaucoup plus d'écoute pour mieux la comprendre afin de l'aider effectivement à dépasser cette phase-là. Chez nous, on ne comprend pas cela. Dans les autres sociétés, les gens arrivent à le comprendre, mais chez nous, on ne le comprend pas. On estime qu'elle est capricieuse, c'est une espiègle et qu'elle doit être redressée, sinon elle va tourner mal. Alors que nous savons parfaitement bien qu'à un moment donné, aussi bien chez le garçon que chez la fille, il y a un moment de la vie de celui-ci, il y a des troubles, disons, psychosocial qui interviennent parce que tout simplement cette personne, cet individu est en train de se transformer, n'est-ce pas, pour arriver à l'estade adulte. Et donc c'est tout à fait normal qu'il y ait tous ces comportements. Malheureusement, on n'a pas compris cela et cela continue dans la société. Ah oui. Alors si on n'a pas compris cela, il y a forcément des conséquences. Absolument. Rama, tu en sais des choses sur les conséquences. Bien sûr, parce Voilà, que c'est quoi? je suis à la MDH, Oui. nous avons des cas quotidiens sur oui. les violences faites aux femmes et aux filles. Alors dites-nous, quels sont les cas les plus récurrents de conséquences que vous avez à traiter au niveau de... Des violences conjugales, Des violences surtout, conjugales, oui. et aussi des viols au niveau des filles, Oui. dans les mhadras, Oui. aussi dans les filles domestiques aussi. Ah oui. Surtout les filles domestiques migrantes qui sont en Mauritanie. Surtout ça. Oui. Alors, mais quand elles arrivent à vous, comment elles expliquent ça? Comment la chose est arrivée? Comment on les viole? Est-ce que c'est pas intimidation? C'est pas menace? Quoi? Comment ça arrive? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Ça dépend du cas. Ça dépend. Parfois c'est par menace, D'accord. parfois par intimidation, parfois c'est voilà. Ouais. D'accord. Alors, maître, au niveau vraiment des conséquences, est-ce qu'aujourd'hui, ces personnes-là, avec ces conséquences que Rama, que ça s'arrête seulement au niveau de la personne, ou bien cela réagit sur son environnement, voire même sur la société? Ces violences, malheureusement, ça a des conséquences très profondes, Ok. tant au niveau de la société qu'au niveau de la personne elle-même, et même parfois au sein de la famille. Et que cette femme ou cette personne, elle peut traîner ces violences, les avoir avec elle jusqu'à sa mort. Si elle n'est pas accompagnée psychologiquement, si elle n'est pas écoutée et qu'on n'arrive pas à l'aider à dépasser cet stade-là. Donc des conséquences qui peuvent aussi se répercuter sur sa progéniture, donc sur ses enfants, sur ses propres enfants. Parce que souvent, elle aura tendance à se refermer sur elle-même, donc à rejeter toute aide parfois. Et parfois aussi, elle aura tendance à éduquer ses enfants de la manière dont elle a été éduquée. Donc, elle, si vous voulez, elle injecte ce qu'elle a subi à l'enfant. Absolument. Elle transfère ce qu'elle a vécu à ses enfants. Soit c'est une peur quotidienne, un stress quotidien dans lequel elle est, et donc toutes ces filles vivront dans ce stress, cette peur, cette angoisse d'être tout le temps frappée, d'être tout le temps rembrouillée, d'être tout le temps insultée, injuriée. Et donc, ce n'est pas une personne, si vous voulez, sereine que vous avez devant vous. Okay. Vous avez une personne qui a été profondément touchée dans son moi, dans son être, de sorte que même lorsqu'elle devient chef de famille, elle a tendance à transférer ce comportement à ses enfants, ou à être elle-même violente sur ses propres enfants et à être violente, bien sûr, vis-à-vis de son conjoint. De son conjoint, tout à fait. Alors, maître, dans ce genre de situation, y a-t-il des solutions? Bien sûr, il n'y a pas un problème où il ne peut pas y avoir de solution. Parlons d'abord sur le plan législatif. Est-ce qu'il y a des lois en Mauritanie? Il y a des lois, même si ces lois sont insuffisantes, il y a des lois. Lesquelles? Nous avons la loi sur la protection de l'enfance, qui a été votée en 2005, 2005, excusez-moi. Donc, c'est une protection pénale de l'enfant, mais qui en même temps a un volet pour protection de l'enfance. Donc, toute petite fille mineure a le droit de porter plainte lorsque elle est victime de sévices, lorsqu'elle est victime des abus, lorsqu'elle est victime de violences continues, n'est-ce pas? Et lorsque on sent qu'il y a effectivement une négligence, une maltraitance
au sein de la famille où elle vit. Et ce n'est pas seulement la fille, c'est-à-dire tout enfant mineur. Tout enfant mineur, quand on parle de mineur, on parle d'un enfant âgé de moins de 18 ans. Ok. Donc, tout l'enfant âgé de moins de 18 ans, lorsque elle ou ils sont victimes, n'est-ce pas, de maltraitance, de services continus, de comportements rabaissants, elle peut porter plainte. Ok. Comme le voisinage, peut aussi porter plainte. Ah oui. Comme toute organisation de la société civile qui travaille dans ce domaine-là, Dans ce domaine. peut aussi porter plainte, n'est-ce pas, pour protéger cet enfant. Et comme l'État, bien sûr, avec le MASEF, a une section qui peut aussi porter plainte lorsqu'ils sont au courant de De ce genre de situation. ces genres de situation. Très bien. Nous avons aussi la loi sur l'esclavage, Ah oui. pas de 2007, la loi de 2007. Ensuite, la loi de 2021, n'est-ce pas? Et nous avons aussi le code de statut personnel qui interdit le mariage précoce. Parce qu'on inclut le mariage précoce dans les violences subies par la fille ou le garçon de moins de 18 ans. C'est le cas ou c'est pas le cas? Est-ce qu'il y a violence? Il y a violence. Ok. Il y a violence dans la mesure où il y a une violence psychologique et parfois physique. Dans la mesure 1, elle ne peut pas choisir elle-même, n'est-ce pas, son conjoint. Son conjoint. De 2, C'est comme s'il y a contrainte. absolument, il y a une contrainte. De 2, c'est une contrainte. De 3, dans ses relations avec son époux, elle est effectivement, n'est-ce pas, victime d'un Parce qu'il comportement. n'y a pas de consentement. Il n'y a en pas fait. de consentement et elle n'est pas préparée pour cela. Tout à fait. Donc, dans tous les 3 cas, elle est victime et il y a violence. Alors, maître, la question qui saute tout de suite aux yeux, mais est-ce que quand elle... Au fait, il y a 2 questions dans ce genre de cas. Nous sommes dans une société et nous connaissons l'évolution de la société. Tantôt, certaines personnes légitiment ça, que effectivement, ça fait partie de notre société lorsque on peut donner une fille, les parents peuvent disposer de la fille comme ils veulent. Ça, c'est la première question. Est-ce que d'abord la loi prend en compte cet aspect des choses? La loi prend parfaitement bien cet aspect des choses parce que je n'avais pas fini de parler de la législation. La Mauritanie fait partie d'un ensemble international et particulièrement au niveau africain. Et il y a ce qu'on appelle le protocole de Maputo qui a été signé par les États africains et la Mauritanie a signé, effectivement, adopté le protocole de Maputo. Qui dit quoi? Et le protocole de Maputo, composé de 32 articles, dit et protège toute femme et toute fille, n'est-ce pas, contre les violences faites aux femmes, que ce soit la discrimination, que ce soit le viol, que ce soit, comment dirais-je, le droit à la vie, que ce soit le droit économique, socio et culturel. Voilà, en gros, résumé. Et nous sommes donc dans une situation où ni l'État, ni autre entité nationale ne peut en tout cas profiter de la situation et faire ce qu'il veut en disant je fais ce que je veux, je ne peux pas être poursuivi. La loi est très claire. Est très claire. Donc nous sommes très forts de ces lois-là. Très bien. Il suffit de les implémenter, comme on dit en anglais, mais de les mettre en pratique. Alors, là, tu veux ajouter quelque chose, Rama? Non. Ça va? Oui, ça va. Alors, la prochaine question, c'est la suivante. Vous connaissez un peu comme bouge notre pays et notre société. Est-ce que justement, lorsque il y a plainte dans ce genre de cas, est-ce qu'on arrive généralement au bout du procès? Est-ce qu'il y a d'abord procès? Est-ce qu'on arrive généralement au bout des procès? Il y a, par exemple, c'est seulement au niveau du code de statut personnel, il y a presque un hic. Il y a un hic dans ce sens où d'abord le législateur mauritanien interdit tout mariage avant les 18 ans, donc prévoit, n'est-ce pas, le mariage précoce, interdit le mariage précoce, puisque tous les 2 conjoints doivent au moins avoir au moment du contact les 18 ans révolus. Okay. C'est-à-dire au 31 décembre de chaque année, l'enfant qui devait avoir 18 ans, il faut qu'il attende le 31 décembre. Si sa date réelle de naissance n'est pas connue, ce sera le 31 décembre de l'année de sa naissance où il aura les 18 ans, où elle aura les 18 ans, que le mariage est accepté. Okay. Cependant, il y a, si vous voulez, une petite, comment on appelle ça souvent, une petite gymnastique qui est faite dans le code. Comme vous l'avez dit, c'est pour ménager un peu quelques sensibilités. Où on dit effectivement que lorsque le mariage du mineur ou de la mineure est consommé, n'est-ce pas, on ne peut pas dissoudre ce mariage. Par contre, le tuteur ou le père qui a marié la fille à 13 ans, 14 ans, 15 ans, peut être poursuivi. Ah ouais? Ce qui veut dire que dans tous les cas, n'est-ce pas, on ne peut pas dire que le législateur n'a pas prévu.
peut-être, cependant, comment dirais-je, le mal vient du fait que effectivement le mariage n'est pas dissous puisqu'il y a eu consommation. Par contre, ne sont pas tous les magistrats, tous les tribunaux qui agissent comme ça. Ok. Souvent, beaucoup de magistrats qui sont très bien avertis, n'est-ce pas, et qui savent parfaitement ce que ça signifie, tant au niveau stratégique, la stratégie politique du pays, et les textes que la Mauritanie a ratifiés, arrivent à dissoudre effectivement le mariage. En bonne et due forme, tout en essayant de sanctionner, n'est-ce pas, les personnes qui sont à l'origine de ce mariage. De ce mariage-là. Bon, on comprend aisément que sur ce terrain-là, c'est pas facile parce que nous connaissons malheureusement comment évolue notre société. Voilà, parce qu'on a des pressions et nous savons généralement d'où viennent ces pressions-là. Maître, dernier mot. Merci beaucoup. Dernier mot, c'est que les violences faites aux femmes nous concernent tous. Tout à fait. Les droits humains nous concernent tous. Et donc, mobilisons nos forces pour en tout cas mettre fin aux violences faites aux femmes, basées surtout sur le genre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Mesdames et messieurs, nous sommes évidemment arrivés au terme de cette émission consacrée exclusivement à la lutte contre les violences faites aux femmes en milieu rural. Nous avons également reçu pour en parler Maître Fatima Tambaye. Elle est avocate à la Cour et évidemment présidente de l'AMDH. AMDH, ça veut dire Association Mauritanienne des droits de l'homme. Et puis également Madame Arama, merci d'être venue. Merci beaucoup. Merci de venir nous édifier sur cette thématique-là.